Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode 10 questions, les épisodes du chantier dans lesquels je pose seulement 10 questions clés à un expert sur un sujet qui vous intéressera forcément si vous vous lancez dans des travaux. Et aujourd'hui, on parle luminaire avec les expertes du sujet, Claire et Audrey, les fondatrices de Nedgis, ce site français spécialiste du luminaire qui fête ses 10 ans cette année. On y parle de plans électriques, du nombre de points lumineux à prévoir, du type de luminaire à choisir selon la pièce, mais aussi d'éclairage direct ou indirect, de lumière chaude ou froide, de 1000 petites choses et globalement des règles à suivre pour un éclairage réussi dans votre intérieur. C'est un épisode très riche dans lequel vous trouverez des dizaines de conseils pour vous aider. Alors prenez de quoi noter, ouvrez grand les oreilles et je vous laisse écouter mes 10 questions à Claire et Audrey. Bonjour Claire, bonjour Audrey. Bonjour Anne. Bienvenue sur le chantier. On enregistre cet épisode dans le temple du luminaire, on peut le dire, puisque nous sommes dans les bureaux de Nedgis à Paris, juste à côté de votre showroom, dans le 3e arrondissement, limite 10e, ouais, 3e. 3e, c'est bien ça, au Marais. J'ai hâte de vous poser les questions que j'ai préparées pour cet épisode parce que le podcast a 5 ans et je pense que ça fait 5 ans que je me dis qu'il faut absolument faire un épisode sur les luminaires. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un des sujets les plus compliqués pour faire ses choix quand on fait des travaux. Donc, je pense que ça va aider pas mal des auditeurs qui écoutent ce podcast et que ça va être très utile. Vous êtes les 2 cofondatrices de Nedgis. C'est un site français, donc spécialisé sur le luminaire, qui fête ses 10 ans en plus cette année, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Tout à fait. Joyeux anniversaire. Merci. Et puis, vous proposez le plus grand catalogue de France et même parmi les plus gros d'Europe aussi, je crois, si mes informations sont bonnes encore. C'est bien ça. Plus de 30 000 références quand même sur le site, 260 marques différentes, ça fait pas mal, hein. Bravo. Et je trouve ça chouette parce qu'il y a des nouveautés au quotidien sur le site et à la fois vous êtes une belle sélection, quoi. Il n'y a pas de tout et n'importe quoi. Mais à la fois, il y a assez de choix pour pouvoir trouver ce qu'on cherche, mais sans trop fouiller pendant des heures, ce qui n'est pas toujours très agréable. Effectivement, on a 10 ans, donc on a démarré au départ sur un catalogue qui était assez restreint par rapport à aujourd'hui. On avait 750 refs au démarrage. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà pas mal, oui, effectivement. Une vingtaine de fournisseurs. Et donc, on a démarré chez nous. On n'avait pas de bureau à l'époque. Non. Donc, vraiment, page blanche. Voilà, on a démarré d'une page blanche, même si on avait un blog qui nous a permis aussi de pouvoir, on va dire, séduire certains partenaires. Parce qu'à un moment, il faut bien montrer de quoi on parle, etc. Et donc, notre feuille de route, c'était vraiment du luminaire signé de designer, d'où le nom Nedgis, c'est l'anagramme de design et signed. Tout à fait. Donc du luminaire purement décoratif, donc beaucoup d'icônes, et à destination du B2C. C'était vraiment notre feuille de route, voilà, e-commerce, B2C. Et le particulier. Exactement. Et puis finalement, très très vite, le B2B, donc les pros, architectes d'intérieur principalement au démarrage, se sont emparés. Voilà, ils ont toqué à la de porte. L'adresse.
Et ils se sont dit, tiens, on travaillerait bien avec vous, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc nous, on s'est mis en ordre de marche. On a toujours été très à l'écoute de nos clients, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, il faut toujours être à l'écoute des clients. Et puis, par la force des choses, ils nous ont challengés sur le référencement de certains produits. Donc, en plus des équipes qui allaient dénicher des petites marques, plus ou moins petites d'ailleurs, des gros faiseurs, des moyens faiseurs et des designers fabricants. On a toujours essayé d'aller chercher une offre assez singulière, plus les archis par-dessus qui nous ont challengés. On a essayé d'offrir tout ce dont ils avaient besoin et surtout de pouvoir couvrir l'ensemble d'un projet. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le luminaire décoratif iconique, c'est très très important. Et même pour nos valeurs, dans le sens où on peut transmettre ces produits à nos enfants. Oui. Ou si on en a marre, on peut le revendre, ça ne perdra pas de valeur. Exactement. Mais au-delà de ça, les pros ont aussi besoin de spots encastrés, de produits très fonctionnels, architecturaux, on appelle ça. Et donc là, on a fait évoluer notre offre, on a fait évoluer notre catalogue. On a même développé des produits exclusifs pour se démarquer de nos potentiels concurrents. En collaboration avec des designers ? En collaboration avec des designers ou pas. Ouais, des marques. Ou vous-même ? Nous-mêmes, exactement. Génial. On a signé aussi des exclusivités avec des marques sur le territoire français. Et ça nous a permis d'avoir quand même une très belle offre qui a grossi au fil des ans. Et aujourd'hui, donc 10 ans après, comme tu l'as dit, 30 000 refs, 270 marques. Et en restant toujours à l'écoute de nos clients, on a développé donc tout ce qui est appareillage électrique, accessoires, donc interrupteurs, prises, parce que on a une grosse clientèle d'architectes et architectes d'intérieur. Et quand ils refont un lieu, on change les luminaires et on change aussi les interrupteurs et les prises. Tout l'appareillage, exactement. Et donc, ils sont ravis de pouvoir avoir un interlocuteur unique qui leur permet de consolider tous leurs besoins, avoir une seule livraison, etc. Donc, voilà un petit peu Nedgis. Et puis, aujourd'hui, en termes d'équipe, parce qu'on a fait... on était toutes les deux avec Claire au démarrage, mais on a eu besoin de têtes et de bras supplémentaires. Et aujourd'hui, on a une petite quarantaine de personnes. Donc, une trentaine sur le siège parisien, donc rue du Verbois. Et puis après, on a une petite dizaine de collaborateurs à Saint-Jean-de-Bray depuis cet été. Ouais. Avant, on avait notre logistique aux portes de Paris, au Lilas, et on a déménagé pour avoir plus de place et pour pouvoir apporter un meilleur service auprès de nos clients. Et donc, on a déménagé à côté d'Orléans, à Saint-Jean-de-Bray. Pour tout ce qui est stock, expédition, Exactement, etc. Parce que ça fait partie qui doit être également un gros du service. Sujet. Tout à fait. On essaye de le traiter intelligemment et de pouvoir toujours avoir une disponibilité produit au mieux pour nos clients. Génial. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes à la fois dénicheur de petites pépites pas forcément très connues, et à la fois, vous avez les grands classiques du design qu'on connaît, pas forcément tous, mais en tout cas, quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on voit vite certains grands classiques qui sont magnifiques. Vous proposez tous ces types de produits-là. Et ce que je trouve, moi aussi, sur le site, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les budgets et pour tous les goûts. Il n'y a pas que des magnifiques pièces de design qui sont parfois plus chères. Il y a aussi des petites choses pas chères. Enfin, c'est génial. C'est vraiment assez... S'adapter à tous les budgets, ça, c'était aussi important pour nous. Et puis, parfois, dans un lieu, il y a des pièces de vie, des pièces où on va accueillir des amis, accueillir du public. Et puis, il y a des pièces, la lingerie ou des couloirs où on n'a pas besoin de mettre aussi un énorme budget dans soit les prises ou les interrupteurs ou les luminaires. Et du coup, là, on peut adapter, une sélection de produits en fonction des pièces et des budgets. Parfait. Eh ben, merci pour cette super présentation. Sans plus attendre, je vais commencer avec ma première question. Quand on fait des travaux, le premier moment où on doit réfléchir à ce qui concerne les luminaires et l'électricité, même de façon plus générale, c'est le fameux plan électrique, qui est un gros sujet sur lequel on s'arrache parfois un peu les cheveux.
auquel en tout cas on réfléchit assez vite, vraiment au début des travaux. Et donc ma première question, c'est comment bien placer ces luminaires sur son plan électrique, parce que c'est vraiment le début de tout, quoi. Tout à fait. Est-ce que de façon générale, vous avez des conseils pour réussir son plan électrique ? Alors, comme tu le dis déjà, il faut absolument penser son plan électrique en amont, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient de travailler ce poste-là mais c'est en essentiel. amont. Donc après, on travaille sous la contrainte et c'est vraiment dommage. Mais en revanche, quand on prend donc les sujets dans le bon ordre et en amont, il faut d'abord penser fonctionnalité, parce que le luminaire, c'est un objet déco, mais c'est avant tout un objet fonctionnel. Donc en fait, il faut déjà se poser la question, ok, est-ce que j'ai besoin d'un éclairage important, ou est-ce que j'ai besoin de lumière tamisée à certains endroits? Donc déjà de penser aménagement de la pièce et ce dont j'ai réellement besoin. Si j'ai une table de salle à manger que je ne pense pas déplacer, là on peut se dire ok, je peux mettre une suspension, je peux même la mettre un peu, l'installer un peu basse, il y a pas de problème. J'ai un îlot central dans ma cuisine, je sais que je vais avoir besoin d'éclairage au-dessus. Donc déjà en fonction de l'aménagement du lieu, on peut démarrer un plan électrique intelligent. Oui, il va y avoir des évidences. Des évidences, exactement. Le problème, c'est tout ce qui n'est pas évident. Dans un couloir, pardon. Non, mais par exemple, dans un couloir, on va forcément avoir besoin d'éclairage. Après, on se dit, ok, en fonction des contraintes aussi du lieu, est-ce que j'ai un plafond en béton? Est-ce que j'ai un plafond en placo? Si j'ai un plafond en béton, je vais pas aller mettre du spot encastrable. Oui. Je vais préconiser des appliques. Donc, c'est vraiment pouvoir s'adapter au lieu et de penser fonctionnel. J'ai besoin d'être éclairé. Après, de quelle manière? Fortement, de manière tamisée, direct. Et direct ou pas. Et je vais adapter mon plan électrique en fonction. Est-ce que tu aurais un minimum de points lumineux à recommander par pièce? Alors, au moins un. Oui, il en faut au moins un. Tout dépend des pièces. Après, par exemple, dans une cuisine, on va préconiser forcément 2 pièces. Il y a l'espace de travail à éclairer d'une manière, et puis il y a la zone un peu plus conviviale où on va l'éclairer d'une autre manière. Après, un couloir, si le couloir fait 2 mètres ou si le couloir fait 10 mètres, c'est pareil, c'est toujours du bon sens. L'éclairage, c'est du bon sens. S'il fait 10 mètres, je vais peut-être avoir besoin de 2 ou 3 points lumineux. Si c'est de l'éclairage direct, j'en aurai peut-être besoin que de 2. Si c'est de l'éclairage indirect, je vais peut-être en avoir besoin de 4 sur 10 mètres. Comme une applique, par exemple? Comme une applique, exactement, qui éclairera que vers le haut et le bas, qui ne sera pas diffusante. Et bien là, j'aurai besoin de plusieurs points lumineux. Et autre chose aussi, quand on pense à un plan électrique, il faut penser à la puissance de l'éclairage. Oui, alors ça, on va en parler tout à l'heure. Un spot qui est plus ou moins puissant, on va en mettre dans un couloir de 10 mètres, on va en mettre 4, ou on peut en mettre par exemple que 2, parce que l'éclairage va être très puissant. Voilà, il faut penser fonctionnalité. Après, il y a l'aspect décoratif qui arrive, et au final, c'est créer une belle ambiance. C'est vraiment ça qui est clé. Et c'est de se dire, ok, moi je veux une ambiance cosy, ou par exemple, je sais que je vais faire du télétravail dans ma salle à manger. Ok, je vais jouer sur un luminaire qui est capable de varier en température d'éclairage, être plutôt sur une lumière froide pour travailler la journée, et le soir, j'invite mes amis, j'ai envie que ce soit chaleureux, je vais tamiser ma lumière, par exemple. Ok. Et par exemple, tu vois, en termes de points lumineux, comme on disait juste avant, combien de points lumineux mettre dans une pièce ? Est-ce qu'une ambiance cosy, c'est pas comme ça qu'on la crée, c'est avec plusieurs petits points lumineux? Enfin, j'entends ça un peu parfois, que c'est pas avec, par exemple, une suspension au plafond qu'on va créer ce genre d'ambiance, c'est plutôt avec... La lumière indirecte, on appelle ça. Par exemple, dans un salon, est-ce qu'on va pas plutôt mettre plusieurs points lumineux à différents niveaux pour créer un peu une ambiance chaleureuse? Tout à fait. Donc ça peut être, c'est pour ça que, on va dire, si tu veux absolument le nombre de points lumineux, c'est à minima, on va dire à minima 2, mais ça peut être beaucoup plus, parce que la lumière indirecte, elle éclaire moins, mais elle donne une ambiance hyper cosy, et donc auquel cas, là, il faut multiplier les points. Donc ça peut être des appliques, ça peut être des lampes à poser, on peut avoir une lampe à poser en bout de canapé, on peut avoir une lampe à poser dans un ou deux coins de la maison. Un lampadaire liseuse, ça peut être plein de choses. Un lampadaire, on peut avoir plein de cas de figure différents. Mais si on veut effectivement une ambiance cosy, il faut de l'éclairage indirect. Donc éviter juste la suspension unique au plafond, quoi. Puis après, elle peut être variable. Un peu pauvre. La suspension unique, dans la mesure où on utilise la variation, et elle n'a pas toujours la même puissance d'éclairage. Donc en gros, on peut elle aussi la mettre en mode un peu cosy. C'est vrai. Il faut penser plan électrique aussi avec la partie appareillage électrique.
de dire ok, alors je mets un interrupteur à l'entrée de la pièce, j'ai une autre porte de l'autre côté pour sortir de la pièce, j'oublie pas de mettre un autre interrupteur qui va faire va-et-vient. Tout ça, faut vraiment le penser en même temps que l'éclairage. C'est pour ça que on s'est développé aussi sur cette catégorie de produits parce que ça va ensemble. Je veux varier la lumière, je mets un variateur à tel endroit, à l'entrée de la porte. Et le variateur, il faut penser quand on réfléchit à son plan électrique. Tout à fait, parce qu'on n'a pas, il y a un certain nombre de fils à avoir. Donc tout ça, ça fait partie du projet électrique. C'est vraiment, faut penser fonctionnel, organisation de la pièce. Par exemple, on souhaite avoir un lampadaire à côté du canapé. J'ai besoin d'une prise au sol pour pas que le câble traîne partout. Et même l'éclairage indirect dont on parlait, les petites lampes, faut s'assurer qu'on ait bien les prises au bon endroit dans la pièce. Quitte à en mettre plus, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Ça, c'est un bon conseil pour le plan électrique, oui. Voilà, parce que sinon... Toujours penser plus que moins. Exactement. Et aussi, un bon conseil, pour ceux qui ne feraient pas appel à un électricien ou qui devraient conseiller l'électricien, c'est que quand on a un faux plafond, on ne fait pas des trous six cloches. Alors là, c'est un peu technique, mais on ne fait pas des gros trous dans le plafond, parce que si on a envie de choisir un luminaire assez discret, une petite rosace, etc., quand l'électricien il a fait son gros trou dans le plafond, il y a un travail de plâtre à refaire, il y a la rosace est plus grosse, donc moins jolie. C'est des trous où après il y a une plaque que l'électricien met dessus, c'est ça, et qui doit enlever pour poser le luminaire. Mais non, généralement il n'y a pas de plaque. Ok, je pense que c'est un trou, il y a le câble qui sort. Voilà, exactement. Mais le câble, il peut sortir tout seul sans faire de trou. Ça perce un plafond, quoi. Voilà. Donc ça, il y a ces grosses erreurs des électriciens souvent, c'est qu'ils mettent des trous six cloches partout. Énormes, où ils n'ont pas forcément le plan élec, et donc il y a un travail soit de plâtre, soit on travaille sous la contrainte et on doit changer le luminaire parce que ça passe plus, il faut recouvrir l'ensemble du trou, donc on doit mettre une rosace plus importante, et c'est dommage. Bah oui, je suis bien d'accord. Moi, je sais pas s'il y a des gros trous dessous, mais je sais que mon électricien avait mis des espèces de plaques qui étaient super larges, je crois qu'ils faisaient presque 8 ou même peut-être 10 cm. Et du coup, mes petites rosaces toutes fines, anciennes et tout, donc ça, c'est grosse erreur. Et en plus, dans les logements neufs, maintenant, il y a un système avec une fiche, là, et c'est tout de suite... Je pense que c'est ça. Voilà, avec un crochet, un peu fiche. en mode truc neuf, là. Alors et que donc nous, c'était une maison ancienne, merci, quoi. Donc ça, sur les logements neufs, ok, mais sur la rénovation, il faut leur dire non. Et ça, il faut en parler en amont, parce qu'une fois que c'est fait, on n'a pas l'air malin. Ou alors, il faut remettre au porte-monnaie pour refaire le plafond. Corriger. On n'a pas envie. Non, Voilà. Bon, merci pour ces super conseils. Mais c'est vrai que c'est vraiment un gros sujet. Et même les va-et-vient, moi je me rappelle, on était là, mais est-ce qu'il faut même... Parfois il y a 3 va-et-vient pour un même point lumineux, parce que si c'est un grand séjour par exemple, on peut vouloir allumer de la cuisine, de la salle à manger, du salon. Donc on se dit, mais est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Et je pense qu'en effet, c'est un peu comme les prises. Il faut plutôt se dire qu'il faut en mettre plus qu'à peine assez, quoi. Bon sens, fonctionnalité, bon sens. C'est la clé. Donc, pensez d'abord, tu disais, fonctionnel, et après, esthétisme. Ouais. Le besoin, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on imagine faire dans la pièce, à quel endroit, comment, et en fonction de ça, du coup, on ajuste les éléments dont on a besoin. Ok. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques et des choses à éviter? Est-ce que vous auriez des do and don't un petit peu à partager? Alors, oui, il y a des choses assez classiques. Alors, on a déjà... Mais je pense qu'on va rappeler beaucoup de choses, ou en tout cas dire plusieurs choses mais ça fait jamais sous de mal. Un angle très différent. C'est toujours bien de les rappeler. Dans les don'ts, nous, par exemple, on conseille régulièrement d'éviter le suréclairage ou le sous-éclairage. Donc, c'est dur. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, le suréclairage, dans une pièce où on imagine avoir un point central et qu'on imagine aussi y mettre de la lumière indirecte, ce point central, il faut imaginer le mettre variable. Parce que du coup, on va tamiser, on va faire ses choix d'ambiance. Et c'est pas parce qu'on a un point central qu'on va se retrouver dans quelque chose qui va être catastrophique et on va être tout le temps suréclairé H24. Parce que justement, on peut le faire évoluer. Oui. Et le sous-éclairage, de la même manière, mais un peu de l'autre côté, c'est-à-dire se dire, je vais rester que dans l'ambiance cosy qu'on évoquait avec de l'indirect.
Donc, je vais avoir plein de petites lampes, je vais avoir des lampadaires, mais en revanche, quand il va s'agir de manger sur la table, on verra pas ce qu'il y a dans l'assiette. Okay. Donc ça, c'est des choses que nous, on évoque très régulièrement en disant, à nouveau, projetez-vous dans les besoins. Et puis, qu'est-ce que vous imaginez faire dans la pièce et à partir de là, aviser. Un couloir, de la même manière, il faut pouvoir jauger un peu si on va mettre des choses au mur, on veut les montrer. Est-ce que le couloir va rester nu et auquel cas vraiment, et qu'il est court, auquel cas finalement on ne fait qu'y passer. Donc, à l'aune de tout ça, on évalue le nombre de points lumineux. Comme tu le disais tout à l'heure, et on se dit non, là j'ai pas envie de suréclairer. Franchement, ça va être léger. Et on peut le faire. Okay. Exactement. Donc ça se joue en termes de points lumineux et en termes de modularité de ces points lumineux. De réfléchir un peu tout le temps à ça pour pouvoir être à l'aise dans la pièce et surtout qu'elle ait plein de vies différentes en réalité. Après, dans les do's and don'ts, on a aussi tout ce qui est couleur de la lumière. Donc, on ne l'a pas encore évoqué, mais grosso modo, en fait, on peut avoir une lumière qui est blanche, on peut avoir une lumière qui est plutôt chaude, donc blanche ou froide, ou bien chaude. Et donc, en fonction de ça, il y a des endroits où, dans une salle de bain, par exemple, si on met une lumière chaude, on ne va pas voir le visage de la même manière que si on met une lumière froide. On va avoir un teint super bronzé. Donc, le matin, vaut mieux que ce soit un peu chaud, quoi. donc du coup, en fonction des lieux, typiquement, ou comme le disait Audrey tout à l'heure, par exemple, quand on travaille, on a besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus blanc aussi, puisqu'on est sur des choses où on va peut-être un peu forcer, et donc il faut que l'éclairage soit facilité et qu'il soit fonctionnel presque. Dans les bureaux qu'on éclaire avec nos clients professionnels, par exemple, quand on n'est pas dans le résidentiel, on choisit des couleurs de lumière qui sont un peu différentes. On n'est pas sur du chaud. C'est normé en plus, par ailleurs. Par exemple, 3000 Kelvin, dans les bureaux, c'est obligatoire. Exactement. Okay. Donc la couleur de la lumière, ça fait énormément dans les do's et les don'ts, tout dépend de l'angle qu'on prend, pour être sûr qu'on installe justement la bonne ambiance aussi. Exactement. Et même si c'est aussi fonctionnel, est-ce que la lumière froide éclaire davantage ou non, pas forcément? Ça peut éclairer davantage. Ça dépend de la puissance après. Exactement. Exactement. Okay. Mais c'est pas qu'elle éclaire davantage, mais qu'elle rend blanc. Donc elle a un rendu plus blanc, donc plus réaliste. Donc typiquement dans le côté salle de bain, on a envie de voir de quoi il retourne. C'est vraiment la tête que vous avez. Exactement. Et puis d'aviser en fonction de ça, quoi. Ouais, donc voilà. Et puis dans les do's et don'ts, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure. La clé, c'est à nouveau le besoin. C'est-à-dire que ne pas aller imaginer ajouter n'importe quoi, une enfilée de spots, alors même que on est sur quelque chose qui fait 2 mètres. Ça n'a aucun sens en fait. Donc là, c'est vraiment, ça part de là globalement. Le do's et don'ts, c'est vraiment la logique du lieu et ce qu'on compte y faire pour pouvoir trouver le bon éclairage. Oui. Essayer de vraiment réfléchir à son lieu pour en fait faire ça en bon sens. Exactement. Faut toujours se projeter. Oui, mais alors ça, c'est une de mes questions. Je crois qu'elle est un petit peu plus tard, je l'ai notée, mais c'est le problème de la majorité des gens. Moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent, c'est que les gens n'arrivent pas à se projeter et que c'est difficile. Alors, pas que sur la déco. Hein. Oui, c'est vrai. Et même avec un logiciel, parfois, les gens n'arrivent pas plus à prendre de décisions. Ah oui. Ça peut aider, mais bon, c'est pas non plus... Alors, comment savoir de quel type de luminaire on va avoir besoin? Déjà, est-ce qu'on peut les recenser rapidement? Il va y avoir les suspensions qui vont c'est avec un câble, généralement. Et descendre du plafond. Descendre du plafond, merci. Avec un câble suspendu. Les plafonniers qui vont être collés au plafond. Tout à fait. Les appliques qui vont être collées au mur. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les lampes à poser. Les lampadaires. Exactement. Qui sont hauts et posés au sol. Voilà. Les potences. Très sympa, les potences. Bon, c'est plus rare, mais on appelle ça des appliques à bras. Oui, des grandes appliques avec un grand bras comme ça, au-dessus d'une table de salle à manger, magnifique, ce genre de choses. Quoi d'autre? Et après, il y a tout ce qui est lampe baladeuse sur batterie, par exemple. Parce que ça, quand on a un souci d'éclairage, ça peut être un complément. Et en tout cas, les baladeuses, en effet, qu'on peut trimballer partout, qui peuvent se poser un petit peu partout ou s'accrocher un petit peu partout. Oui, ça peut aussi. Et qui peuvent aller en extérieur en fonction. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, comment savoir si on va avoir besoin d'une applique, d'un plafonnier, d'une suspension, d'un lustre aussi, qui est une suspension avec plein de petits points lumineux?
selon sa pièce, parce que c'est difficile, et parfois, en fait, 2 choix différents peuvent être intéressants, tous les deux, pour une même pièce. Se dire, on met plutôt des appliques ou on met une suspension. En fait, les deux peuvent paraître justes, donc c'est dur. Et en fait, selon la taille de la pièce, selon son exposition et donc sa lumière naturelle, son volume, ce genre de choses, comment on peut savoir quel type de luminaire il faut mettre? Plutôt au mur, plutôt au plafond, plutôt au sol? Alors, tu as déjà répondu un petit peu à la question, déjà en fonction de la taille de la pièce. Non, mais la taille de la pièce, elle est extrêmement importante. C'est clair. Parce qu'une très grande pièce, une pièce de vie où on a la cuisine, le salon et la salle à manger intégrée, par exemple, on sait qu'il faut mettre tout. Il faut tout mettre. D'accord. Voilà. Okay. Parce que, j'ai envie de dire, on met juste un point lumineux au plafond. Ça va pas être un joli rendu. Donc, la taille de la pièce joue pour beaucoup. Et puis, même si on décide de mettre que de l'éclairage indirect dans une très grande surface, à un moment, on va manquer aussi potentiellement d'éclairage si on ne multiplie pas les points lumineux. Donc, la multiplication des points lumineux, elle est clé pour pouvoir... C'est la base, dans une grande pièce. Voilà, dans une grande pièce, c'est très important. Après, dans une entrée, par exemple, qui est... Bon, alors après, en fonction des lieux de vie, c'est plus ou moins grand, mais bon, si on n'a qu'un seul point lumineux au plafond, c'est très bien. Mais bon, si on rajoute sur une console une petite lampe, ça va être beaucoup plus chaleureux. Tout à fait. Donc, en fait, multiplier les points et les types d'éclairage, c'est assez important. Et c'est un peu toujours gagnant, quoi. Et c'est toujours Sauf dans gagnant. Une toute petite pièce où, évidemment, il n'y a pas besoin. Et quand on n'a pas d'idée bien précise du luminaire qu'on va mettre, ça, c'est pareil. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus flexible sur le choix des luminaires après. Oui. De se dire, OK, là, j'ai prévu de mettre, je sais pas, dans mon salon, 4 appliques au mur. J'ai un point lumineux au centre de la pièce. Et puis après, j'ai mis plein de prises partout. J'ai du mal j'ai du mal à choisir mes luminaires, mais je sais que je serai plus libre. On garde des portes ouvertes, en fait. Voilà. Exactement. Et après, je peux me dire, OK, au plafond, je vais mettre un éclairage indirect, parce que ça existe aussi. On n'est pas obligé d'avoir un truc diffus qui éclaire beaucoup. C'est-à-dire par exemple, un plafonnier qui éclaire, par exemple, que vers le plafond, ou une suspension qui éclaire que vers le plafond et qui ne diffuse pas dans l'ensemble de la pièce. Okay. Ou je peux me dire, mes appliques, elles vont être diffuses, par exemple des globes ou des formes organiques ou autres, mais qui sont très diffusantes, elles vont pouvoir aussi éclairer la pièce. De manière centrale, presque. La multiplication des types d'éclairage, en fait, facilite les possibilités derrière. Donc, il faut... Si on peut en mettre plusieurs, on en met plusieurs. Si on n'en a pas plusieurs, on n'oublie pas de mettre des prises, même dans l'entrée, pour pouvoir ajouter un éclairage additionnel. Et puis, à l'inverse, du coup, petite pièce, restons simples. Restons simples et surtout, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Voilà, c'est surtout gain de place dans ce cas-là. C'est ça, passe pour une suspension dans la tête. Exactement. À l'ouverture de la porte. Donc ça, il faut penser, c'est pareil, du bon sens, de la fonctionnalité. Exactement. Je suis dans une toute petite pièce, une lingerie ou autre, je vais mettre un plafonnier au plafond. Et puis, il suffit que, dans une lingerie, je veux accrocher, je veux sécher des vêtements, etc. J'ai besoin d'avoir la hauteur sous plafond aussi disponible. Ouais. Donc, c'est une pièce de travail, travail manuel, fonctionnel. Fonctionnel. Et donc, on n'a pas besoin de démultiplier les luminaires. En revanche, il faut choisir le bon luminaire. Oui. Voilà. Si on met un tout petit spot qui éclaire pas, non, il faut quand même avoir quelque chose, éclairant qui est adapté, aux besoins de la surface. Comment on sait qu'un spot, quand on l'achète en ligne, est assez éclairant pour chez soi? Alors, il y a des minimums. On peut conseiller. Ça fait partie des avantages de Nedgis, c'est qu'on est là aussi en appui, en conseil. Et puis après, Claire a parlé tout à l'heure de la couleur de l'éclairage qui sont des Kelvin. Je ne sais plus si on a donné le terme, mais il y a une autre dimension dans l'éclairage qui est extrêmement importante. Une fois qu'on a ces deux-là, on a tout compris ou presque. Ce sont les lumens. Les lumens, c'est la puissance de l'éclairage. Donc, en fait, plus on a de lumens, plus on éclaire. Et les Kelvin, c'est chaud-froid? Et les Kelvin, c'est chaud-froid. Exactement. Donc 1600 Kelvin, 1800, c'est la couleur de la bougie. Donc on est sur de l'orangé. Okay. Et puis 4000, 5000, on est à l'hôpital. C'est très blanc. On adore. Donc dans un bureau, c'est 3000. Et puis dans un intérieur, c'est 2007. C'est ce qu'on Mais des Japonais, ils vont mettre du 3000 parce qu'ils aiment bien le blanc. Okay. Voilà.
Les Anglais, ils vont mettre du chaud. Non, je dis n'importe quoi. Les Anglais, ça dépend. À Londres ou dans la campagne. Ou ailleurs. On ne sait pas. Non, je dis n'importe quoi, mais je pense aux Anglais quand je me dis atmosphère cosy. Ok, bon, ça, c'est des super conseils, du coup. De façon générale, quel type de luminaire privilégier selon vous pour pas se planter ? Les valeurs sûres. À nouveau, ça dépend des pièces. Ok, ouais, c'est vrai. C'est un peu le constat, si on tire un peu le fil rouge des quelques minutes qu'on vient d'échanger, quoi. En fait, chaque pièce a un peu sa caractéristique et son besoin. On revient au besoin. Et donc, à partir de là, ça détermine le type de luminaire qu'on va positionner. Dans l'esprit, si on est sur une entrée, comme l'évoquait Audrey, on est dans une pièce qui est assez fonctionnelle. Alors, à nouveau, en fonction de sa taille. Si elle est toute petite, elle n'est que fonctionnelle. Donc, on va partir sur quelque chose, un plafonnier. Quelque chose qui est au plafond. Ouais, qui prend pas trop de place. Quoi. Qui prend pas trop de place. Après, à nouveau, un point qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même les goûts. Oui. Et le design, en fait. C'est-à-dire que un des éléments clés dans tout ça, c'est le besoin au sens le fonctionnel. Il faut bien comprendre ce qu'il faut mettre au sens lumen, Kelvin, et ne pas rater ses sorties. Mais après, il y a quand même un vrai élément de choix et de goût. Donc, après, on trouve à peu près tous... En plafonnier, c'est vrai que la sélection n'est peut-être pas hyper large par rapport aux suspensions. Justement. Chez vous, il doit y en avoir beaucoup. Appliqué et plafonnier, on est quand même assez fort. À plafonnier aussi Ouais. Et on a certaines applis qui peuvent être des plafonniers. C'est vrai. C'est justement pour pouvoir élargir cette gamme du plafonnier. Donc là, sur la pièce, par exemple, de l'entrée, on va quasi systématiquement avoir des choses au plafond qui prennent peu de place. Et puis après, si l'entrée est plus grande, en effet, la console, si on en a une, avec un point direct, qu'il s'agisse d'une petite lampe, voilà, exactement, pour venir compléter. Après, quand on rentre dans d'autres pièces, il n'y a pas de typologie spécifique, en fait. Vraiment, chaque pièce, c'est un peu chaque pièce qui a sa typologie de luminaire. En fait, t'as quand même pas du tout de budget. Moi, je dirais que quand même, tu mets un truc au plafond, quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon, même dans les trucs au plafond, tu peux mettre un spot, mais tu peux aussi mettre une applique plâtre, par exemple. On a une gamme Nedgis, en l'occurrence, la collection Verbois, qui est hyper raisonnable en budget, qui peut être, qui prend pas beaucoup de place, où il y a beaucoup de choses dans les plafonniers. En plus, elle est à peindre, donc on peut. Trop bien ça. Donc on part du blanc et on arrive à ce qu'on veut, comme on veut. Et ça reste petit budget, typiquement. Donc là, à nouveau, ça va être quelqu'un qui va vouloir vraiment de l'ultra fonctionnel. Il va être sur un spot, donc assez caché, par exemple, encastré, voilà, bon, discret, épuré. Et puis quelqu'un qui va dire, non, moi j'aime bien un objet saillant sur lequel je peux mettre du rose, parce que moi j'ai envie de mettre du rose dans mon entrée, pourquoi pas. Et voilà, et ce point-là, il est quand même hyper important. Et c'est pour ça que cette gamme qu'on a si large, elle est clé. Parce qu'en réalité, on va se dire, j'ai besoin de quelque chose au plafond, j'ai un budget, et après, en effet, je dois éclairer tant de mètres carrés. Donc, je vais partir sur tant de lumens. Et après... Je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Malheureusement, que je me posais, c'est quel type de luminaire privilégié de façon générale. Il n'y a pas de réponse. En fait, je me posais un peu la question de la suspension, qui est le réflexe, j'ai l'impression. Si on ne réfléchit pas trop, on va dire, on met des suspensions, une là, une là, une là. Bon, c'est bien de sortir de ça. Et en fait, moi, j'ai vu des intérieurs où il n'y a pas de suspension, quasiment. Et il n'y a que des points au mur ou au sol ou posés à mi-niveau sur des tables ou des meubles. Et c'est intéressant aussi. Et on ne manque pas d'éclairage à la fin, si c'est bien fait. Et on peut avoir une suspension et elle soit éteinte. Oui. Ou toute tamisée, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc finalement, elle a quelque part le rôle de la lumière indirecte, avec plein d'autres petits points lumineux indirects. Et en fonction des lieux, on a des contraintes. Par exemple, un plafond en béton avec un voisin qui a un plancher chauffant, on ne pourra jamais mettre de choses au plafond. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est extrêmement large, que ce soit en applique ou même en lampe, mais les appliques qui sont un éclairage diffus et qui éclairent aussi bien qu'une suspension. Ouais. Alors, une fois qu'on sait quel type de luminaire sélectionner pour tel point lumineux, quelles sont ensuite les bonnes questions à se poser ? Et là, on va rentrer plus dans les goûts, en effet, dont tu parlais, pour bien choisir ces luminaires. Quels sont les critères à prendre en compte aussi, peut-être, pour éviter les erreurs ? Donc là, on va parler de tout ce qui est plus forme de luminaire, couleur, matité, brillance, matériaux, tout ça, quoi. Et c'est presque le plus dur, je trouve. Une fois qu'on sait que là, on va mettre une suspension, laquelle on met, à moins d'avoir une vision dès le départ très claire sur un luminaire en particulier. Ça peut être le cas. Ouais. Dans le sens où il y a des gens qui ont des coups de cœur pour un lustre et ça va être la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Et puis après, je vais faire ma déco en fonction. Oui. Mais jusqu'au canapé, au tapis.
Parce que voilà, c'est cette suspension que je veux. Ou quand on parlait de transmission, j'ai hérité de la suspension de ma grand-mère ou de mes parents. Ma grand-mère, il faut la caler, il faut la caser. Je la veux absolument. Qu'est-ce que je mets autour ? Et donc ça, on va dire que c'est très personnel. C'est moins qu'on puisse dire. C'est très personnel. Avant, il faut savoir que le design, c'était les architectes pensaient le lieu et après ils pensaient l'objet à l'intérieur de cette pièce. Alors que maintenant, on a l'objet qu'on veut intégrer dans un espace qui est déjà défini. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est quand même la jeunesse du design, ça. Et donc, tout est assez subjectif, j'ai envie de dire, dans la déco, même dans les formes. Enfin, je veux dire, dans l'équipe produit chez nous, voilà, on y a toujours des grandes questions sur le cylindrique, le tubulaire. Voilà, qu'est-ce que je mets dans quelle forme ? Enfin bon. Mais les formes, j'ai envie de dire que ça fait partie du design. Donc il n'y a pas de règle. Oui, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vrai que c'est les goûts et les couleurs, mais il y a quand même des luminaires où on va dire il faut que ça aille quand même dans le lieu aussi, parce qu'il y a des lieux différents, un bien neuf, une maison contemporaine, une maison ancienne. Bon, c'est vrai ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut. Oui, après, franchement, il y a tout. Franchement, aujourd'hui, tout est possible. On peut être dans un appartement haussmanien et on a envie d'avoir un rendu contemporain. Ultra épuré, et donc on va mélanger les styles. Complètement. Donc voilà, c'est une question clairement de goût. Après, c'est un ensemble. La lumière, elle est fonctionnelle, elle doit éclairer, elle doit amener une ambiance, mais il faut aussi que ça matche avec le mobilier. Moi, je dis souvent, voilà, on peut avoir le plus beau mobilier du monde, le plus bel appartement ou maison du monde. Si c'est mal éclairé, ça ne rendra rien. On ne le verra pas. Voilà. Mais tout ça est un ensemble. Tout ça est un ensemble. Alors après, voilà, dans les couleurs, j'ai envie de dire que pour ne pas trop se lasser, les couleurs très vives, tout dépend si on a envie de faire un environnement un peu 80s, ok, mais on peut s'en lasser. Si on ne veut pas trop s'en lasser, aujourd'hui on voit bien les coloris qui fonctionnent le mieux, c'est toujours un peu les mêmes. Le noir, le blanc, le bronze, le laiton, ça commence un peu... ah oui, ça y est. C'est toujours là, mais c'est quand même un peu la fin. C'est le bronze qui prend le dessus sur le laiton. Et puis il y a un petit peu le chrome. Voilà, ça c'est aussi c'est assez personnel. Et puis même après sur la couleur, c'est un luminaire. Tu vois, ça se change. Ça se change ou ça se peint. Voilà. Oui, pour ça, c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et peut-être au-delà de tout ce qui est forme, design, couleur, matériaux, on peut parler de taille, de volume, de hauteur qui change tout. Moi, combien de fois je vois des suspensions qui sont collées au plafond, alors que, moi, j'aurais qu'une envie, c'est de les faire descendre plus bas, parce que ça n'a pas trop de sens quand on les voit pas vraiment. Enfin, elles peuvent pas trop s'exprimer quand elles sont vraiment collées en hauteur. Mais ça, c'est dur de connaître la bonne hauteur. Alors, il y a des petits tips une fois de plus. Alors, c'est quoi les tips ? Alors, les petits tips, c'est ok, dans ma pièce, j'ai une table, je la bougerai jamais. Ouais, typiquement, au-dessus d'une salle à manger. Au-dessus d'une table de salle à manger. Je sais que je ne la bougerai jamais. J'ai pas envie que mon espace soit modulable. Alors là, je peux la descendre à 1,50 m. L'idée, c'est que quand on est assis, on n'ait pas la suspension dans les yeux et qu'on puisse continuer à voir la personne qui est en face de nous. Mais on peut relativement descendre la suspension. Après, on est, par exemple, dans une zone de passage. On sait qu'on va passer sous cette suspension. Couloir. Régulièrement, couloir, palier, entrée. Eh bien là, nous, ce qu'on préconise, c'est d'être à minima à 1,80 m du sol, voire 2 mètres. 2 mètres. Si on est dans une famille de grands, 2 mètres. On va dire, OK, il faut absolument que j'ai, entre le sol et le bas de ma suspension, il faut que j'ai 2 mètres. OK. Voilà. Et donc là, on est dans une zone de circulation, il n'y a pas de souci. Et après, le troisième type, c'est pareil, de dire aux électriciens, ou ceux qui souhaitent installer leur suspension seule, c'est de garder du câble, de ne pas couper le câble tout de suite. Oui. Ça s'enroule dans la rosace, ça s'enfonce dans le faux plafond s'il y a un faux plafond, et il faut garder de la longueur de câble. Et après, on ajuste. Alors, c'est bien d'être à 2 quand on fait ça. Oui. Il y en a un qui ajuste le câble, et puis il y a l'autre qui dit, OK, plus ou moins haut. Un peu moins, voilà. Okay. Mais ça, c'est clé. C'est un petit peu comme les trous six cloches. Il faut y penser. On ne coupe pas le câble tout de suite. Oh, tellement. Et surtout, si on veut la réutiliser ailleurs, si on a un espace qui a une plus grande hauteur sous plafond, il va falloir avoir du câble additionnel.
Est-ce que vous avez des conseils, 6e question, pour bien choisir ces luminaires selon la pièce de la maison? On en a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Bon, salle à manger, du coup, on l'a un peu dit. Le classique, ça va être la suspension au-dessus de la table, du coup, réglée à la bonne hauteur. Des points lumineux un petit peu à côté pour réchauffer l'atmosphère. Oui, ou s'il y a un canapé pour pouvoir lire. Ouais. Donc, comme on l'évoquait, un lampadaire liseuse. Plutôt pour un coin salon, du coup. Voilà, salle à manger salon, comme ça. Si on a une bibliothèque aussi, on peut choisir de rétro-éclairer certains éléments de la bibliothèque. Donc, ça fait des petits points spécifiques. Oui. Et après, grosso modo, non, on les applique aussi. On les a aussi évoqués. Ouais. Tout dépend de la taille de la pièce. Alors, pas trop des plafonniers pour le coup. Salon, salle à manger. Ça va être un peu chiche en haut, quoi. Ouais, et puis ça s'adapte moins aux besoins dans la pièce. On est vraiment sur quelque chose de décoratif, de sympa. Ouais. Et le fonctionnel, il est autour de la table. Ou bien sur la partie canapé, mais on a couvert avec la partie liseuse. Ouais. On peut utiliser des appliques à bras aussi, qui sont modulables. Donc, la fameuse typiquement, potence. Voilà, exactement. Non, pardon, on dit pas si, potence de Charlotte Perriand. Voilà, par exemple. Parce que c'est un modèle. Qui permettent d'éclairer un instant T et puis de déporter cet éclairage différemment le long d'un mur. Certaines sont en plus bidirectionnelles, donc en l'occurrence, pareil, là c'est assez pratique. Et puis là c'est un vrai objet déco aussi. Tout à fait. Enfin, même comme un lampadaire ou comme aussi peut l'être une suspension, mais la potence c'est une pièce forte. Une chambre. Alors, une chambre, ça doit être cosy. Hein. On doit se sentir bien. Bah oui. Et en même temps, il faut aussi qu'on puisse se voir quand on doit s'habiller dans sa chambre. Donc, elle doit remplir plein de fonctions, cette chambre. Et donc là, pour le coup, faut un éclairage, on va dire central, c'est bien, si on peut le faire. Sinon, donc il y a toujours au moins 2 points lumineux par personne. Donc, une lampe, par exemple, une lampe à poser, qui peut être très éclairante et qui peut servir d'éclairage principal, et une liseuse. Voilà, pour ceux qui font des insomnies, par exemple, on est bien content d'avoir la petite liseuse la nuit si on veut bouquiner. Ou pour lire avant de s'endormir. Voilà. Et c'est un peu la chambre, on est comme à l'hôtel, quoi. Donc aujourd'hui, sincèrement, les gens qui refont leur chambre aujourd'hui, tout le monde a sa la tête liseuse, de lit, il y a souvent des liseuses. Qu'on intègre dans la tête de lit ou dans le placo. C'est vrai que ça se fait beaucoup. C'est plus simplement la petite lampe de chevet qu'on pose sur un chevet. Maintenant, c'est vraiment intégré souvent. Trop, généralement, si on n'est pas sur le même rythme. Oui, c'est vrai. En revanche, c'est important de pouvoir quand même bien éclairer sa pièce. Et puis après, si on a besoin davantage, on va mettre un petit lampadaire. Il y a des lampadaires qui n'ont pas du tout d'emprise au sol, parce que les chambres, elles ne sont pas toujours très grandes. Donc, il faut penser à l'emprise au sol du lampadaire. Oui, c'est vrai. Et de mettre un lampadaire assez fin qui va soit rétro-éclairer le plafond et du coup qui va permettre d'éclairer l'ensemble de la chambre, ou un éclairage qui peut être indirect vers le mur. Ça peut être une sorte de bandeau lumineux qui éclaire vers le mur qui pourra très bien éclairer la chambre. Ok. Voilà. Et on peut aussi avoir une potence dans la chambre aussi. C'est vrai. Elle va partout cette potence. Partout. Oui, elle va dans beaucoup d'endroits. Pas dans la buanderie. Non. Ni dans la... Et le couloir, c'est un peu compliqué. Une cuisine. Alors, il faut qu'elle soit très grande. Cuisine, oui. Ah si, au-dessus d'un îlot. Pas îlot, tu vois, un espèce de bar. Tu peux mettre une jolie potence. La salle de bain, très important. Oui. Alors, surtout que là, c'est des... Alors, est-ce que c'est vraiment obligatoire, cette histoire de luminaires spéciaux pour les pièces d'eau ? IP. Pas vraiment. C'est l'indice de protection. Voilà, c'est que c'est étanche, quoi. Enfin, c'est que c'est... En fait, c'est un indice qui est constitué de 2 chiffres. Donc, en l'occurrence, le premier, c'est le niveau de protection à tout ce qui s'appelle corps étranger, qui est souvent la poussière. Ah, okay. Et le deuxième, c'est l'indice qui permet de savoir le niveau de protection par rapport à l'humidité et à l'eau. Et aux éclaboussures potentielles. Exactement. Et donc, par exemple, un IP 65 ou un IP 80+, on va être dans une submersion totale, par exemple. Okay. Et inversement, des IP plus classiques, IP 20, qui est un luminaire d'intérieur assez classique. Bon, là, on n'est pas du tout protégé contre l'eau, parce que c'est le deuxième chiffre, mais c'est pas gênant. Mais en revanche, un petit peu contre la poussière. Ok. Donc, du coup, tout ce qui est protection IP, c'est important quand on est vraiment sur l'éclairage, on va dire, de l'endroit où se trouve l'eau. Donc au-dessus de la douche, de la baignoire. Exactement. Après,
pour tout ce qui est lavabo, là, on peut imaginer des choses qui ne sont pas forcément... Alors, à nouveau, il faut gérer dans la gradation des IP. Oui, peut-être ne pas prendre le plus bas. Voilà. Mais on n'est pas obligé de prendre le max. En salle de bain, on a tendance à conseiller de l'IP 44. D'accord. Et donc là, par exemple, à nouveau, est-ce que c'est une salle de bain d'adulte ? Pour au-dessus d'un lavabo, voilà. Pas dans la baignoire. Est-ce que c'est une salle de bain d'adulte ? Est-ce que c'est une salle de bain d'enfant ? Ah oui. Donc, on n'a pas les mêmes questions à se poser. À nouveau, on revient sur le besoin. Hein. Et donc, en effet, un luminaire en IP 44, on peut très bien, et là, enfant ou adulte, le positionner, par exemple, avec des deux côtés du miroir. Une applique au-dessus d'un lavabo. Voilà, exactement, tout à fait. Soit un miroir éclairant, soit justement deux appliques. Ça aussi, c'est vrai. Par exemple. Par exemple, c'est une solution, mais... Et donc c'est l'applique est pas mal. C'est la distance du point d'eau qui détermine l'IP. Et c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai. Parfois, on est un peu ceinture, bretelle, parachute. Ouais. Dans le sens où on dit, OK, il faut mettre un IP important, mais si on est à 1,50 m du point d'eau, en fait, on peut tout à fait mettre un luminaire normal. un luminaire normal. Okay. Voilà. Parce que normalement, à moins que la douche soit projetée sur le luminaire, on est loin du point d'eau, quoi. Donc, mais c'est vrai que dans une salle de bain d'enfant, on ne sait jamais. Voilà. Les projections. Parce que c'est vrai que plus on monte en IP, plus le choix se restreint un peu quand même, il faut le dire. Un petit peu. Il y a quand même souvent moins de choix. Même si ça a bien évolué. Hein. Oui, j'imagine que... Enfin, moi, je me souviens à l'époque de ma rénovation, je regardais les trucs salle de bain que me donnait mon archi, je disais non. Ça a beaucoup évolué. En 44, maintenant, il y a quand même un certain nombre de choses, franchement. Super, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a même des appliques qui sont que en IP 44. Comme ça, ça sert pour toutes les pièces. Très bien. Exactement. Donc, salle de bain, quelque chose au plafond, quand même, pour l'éclairage, bon, dans la douche, dans la baignoire, on va voir un peu, et des appliques au-dessus du lavabo. Autour du lavabo, tout à fait, ouais, pour pouvoir voir ce qu'on fait, justement. Ok, la cuisine. On en a parlé vite fait, mais je pense qu'il faut quand même un peu plus détailler, parce que c'est hyper important. C'est peut-être la pièce la plus importante pour l'éclairage. Et puis pour la vie. Ouais. Oui. Elles le sont toutes. C'est la pièce de vie. C'est la pièce préférée des Français. Exactement. Donc dans la cuisine, en fait, il y a plusieurs entre guillemets lieux de vie. Il y a la partie où on va entre guillemets travailler, où on va cuisiner. Oui, plan de travail. Zone de cuisson. Exactement. Donc ça, généralement, il faut que ce soit quand même bien éclairé. Donc là, on peut jouer sur les puissances et sur la couleur de la lumière. Et on peut mettre potentiellement un éclairage un petit peu plus froid parce que ça magnifie aussi les aliments. On se rend compte, un primeur, un boucher, il va avoir un éclairage souvent froid, vous verrez, dans les étals. Parce que très blanc. Ça magnifie la couleur et les viande, textures. Plus le rouge. Les textures. Voilà. C'est comme dans des magasins de vêtements assez haut de gamme. Pour voir les tissus, ils vont mettre un éclairage très très blanc. Ok. Voilà. Donc dans une cuisine, plan de travail, on peut mettre un petit éclairage un peu plus froid. Enfin, ça va être 3000K. On s'emballe pas parce qu'il faut que ça reste quand même cosy. Et là, sincèrement, ça peut être des spots, ça peut être un bandeau lumineux sous les placards de la cuisine, par exemple. Alors attention au bandeau lumineux parce que si il est installé un peu trop loin, on n'éclaire plus vraiment notre plan de travail, ou alors on met des petits spots orientables. Mais voilà, il faut un premier éclairage pour bien travailler. Et puis après, on a un éclairage qui est un peu plus convivial, entre guillemets, où là, il faut que ce soit chaleureux. On éteint, on a fini de cuisiner, on a les amis qui arrivent. Là, on met un éclairage qui est chaleureux et on éteint les spots ou l'éclairage de travail. Okay. Et là, on passe en généralement normale. Un bon moment. Voilà. Et puis là, si on a une petite variation si on peut varier la lumière, c'est encore mieux. Et puis on peut rajouter des petites baladeuses sur son îlot central si on a envie de faire une ambiance encore plus sympa, cosy, rajouter des bougies, on peut faire plein de choses. Ou dans des étagères, s'il y en a dans la cuisine, une petite lampe, ça c'est sympa. Aussi. Et puis là, alors dans une cuisine, on va pas mettre de lampe ou de lampadaire, très peu, sauf si c'est une très grande cuisine, mais on peut mettre un petit lampadaire dans un coin, mais généralement... Si vraiment on a de la place, et des mètres carrés à revendre. Ouais, c'est ça. En revanche, faut pas oublier les prises. Exactement. Essentiel. La pièce la plus importante pour les prises. Exactement. Et au bon endroit. Parce que l'électroménager, il y en a beaucoup. Donc ça, il faut pas oublier. Voilà. Okay. Et même pour travailler, parce qu'il y en a qui travaillent aussi dans leur cuisine. Donc voilà. Et après, peut-être j'ajouterais, si on choisit des appliques ou des choses comme ça, il y a des matières qu'il faut peut-être un peu éviter dans les cuisines, par exemple les textiles. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que...
Voilà, ça peut attraper un petit peu la graisse exactement. Donc, il vaut mieux choisir des matières qui craignent absolument rien qui et sont qui peuvent épongeables. Voilà. Alors épongeables, je sais pas, mais en tous les cas, qui vont pas prendre une tache ou changer de couleur ou etc. Et qui vont mal vieillir. Exactement. Ok, génial. 7e question pour l'extérieur, je me suis notée. Parce que ça, c'est tout un sujet aussi, l'éclairage d'extérieur. Bon, vous avez plein de références. C'est quoi les spécificités des luminaires d'extérieur et comment bien les choisir selon vous ? Alors, à nouveau, on rejoint un peu le point qu'on évoquait sur l'indice lié à l'humidité. Donc déjà, là c'est pareil, d'extérieur, c'est obligatoire. Ouais, pour le coup. Là, c'est une limite étanche même. Enfin, alors non, tout dépend. On n'habite pas tous à la Réunion, voilà. Mais globalement, non, il faut clairement. Ou pas. Voilà, exactement. Mais il y a une pergola, il y en a pas. Tout dépend des différents endroits qu'on cherche à éclairer dans un jardin, enfin dans un extérieur. Bon, de toute façon, en général, on va dans la catégorie luminaire d'extérieur et puis comme ça, on se trompe pas. Voilà. Ou même, il y a des gens qui vont dans la salle de bain. Ah oui, c'est vrai. Parce que, en l'occurrence, la catégorie fonctionne aussi. Donc, au niveau de la norme IP, en tous les cas, on remplit les cases, on coche les cases. Et puis après, tout dépend un petit peu de l'extérieur. Donc, on va avoir des balcons, des terrasses. Donc là, on n'est pas du tout dans la même logique d'éclairage que quelqu'un qui aura un grand jardin, une grande table à manger, etc., etc. Donc, si on est sur, on va dire, une grande table ou quelque chose de cet ordre-là, bon, sur terrasse, balcon, on peut en général électrifier. Donc, on n'a pas de problème sur une suspension, par exemple. IP à nouveau, mais en tous les cas. Suspension dans le jardin, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais... Ouais, bien sûr. Si. Oui, il faut avoir une pergola, quoi. Oui, voilà. Oui, d'accord, ça oui. Mais c'est vrai. Il faut pouvoir la raccorder, par l'accrocher et la raccorder. Donc, il y a cet élément-là. Après, raccordable aussi. Parce qu'en fait, on a l'enjeu du déplacement. Donc, on peut imaginer un élément qui est clé, c'est tout ce qui est balisage. Donc, en l'occurrence, quand on est là, on parle de jardin, de vrais extérieurs. Il faut pouvoir accéder à la porte d'entrée quand il fait nuit, comme par exemple de plus en plus. Des petites choses au sol. Des bornes, par exemple, ou des spots aussi. Il y a différents types de choses qui permettent de suivre le chemin et de savoir jusqu'où on va. Éclairer. Ou mettre à côté d'une piscine, ce genre de truc. Par exemple, exactement, tout à fait. Ensuite, la sonnette, c'est pareil, il faut pouvoir l'éclairer ou en tout cas identifier le chemin à la porte. Il faut pouvoir la trouver au-dessus de la porte. Au-dessus de la porte. Voilà, exactement. Donc il y a les éclairages à nouveau fonctionnels de balisage, grosso modo, pour pouvoir se repérer, et puis sécurisant aussi. Oui. Les trucs qui s'allument au mouvement. Voilà, des détecteurs de mouvement, tout à fait. Après, on peut aussi être sur quelque chose où on veut mettre en valeur une façade. Oui. Donc là, on va être sur des appliques, par exemple. On a pas mal de choses, à nouveau. Tant qu'elles sont IP, on fait ses choix, on illumine le mur d'une manière ou d'une autre, un espace ou un autre. Voilà. Ok. Après, et ça peut être aussi au sol pour illuminer le mur. Tout à fait. Non ? Ouais. Si. Ouais. Un peu le même principe de d'éclairage spot du mur utilisé, exactement. Après, on peut partir sur si on n'a aucun point de raccordement électrique. Alors là, on passe un peu sur plutôt tout ce qui est baladeuse. Ou on va dire, c'est principalement des baladeuses. Il y a aussi des objets lumineux. Il existe aussi une catégorie un peu d'objets lumineux. Ça va être des tabourets. Ah oui, ok. Ou des choses comme ça, qui sont rétroéclairants, grosso modo. Donc, alors là, pour le coup, la baladeuse, on est complètement libre. On peut aller. Et ça, il y a un gros choix pour l'extérieur. Oh oui, de plus en plus. Franchement, ouais. Ça se met sur la table, on le met par terre. Exactement. En bord de piscine, dans un coin sous un arbre. Comme on le disait en préambule, elles peuvent s'accrocher, un certain nombre d'entre elles. Maintenant aussi, donc on les lisse autour des arbres. Il y a aussi des lampadaires déportés aussi pour éclairer les tables. Pour l'extérieur. On va dire que c'est un peu l'équivalent de la potence. Ouais. Et ça, voilà, lampadaire déporté, c'est intéressant. Donc quand ça se on pose n'a au pas sol. d'éclairage. Voilà, c'est un lampadaire, mais qui a un grand bras généralement et qui éclaire l'ensemble de la table. Intéressant. Et un point qui est intéressant dans le jardin, quand même, c'est la pollution lumineuse. Parce qu'avant, on avait tendance à avoir des éclairages qui étaient très diffus. Et du coup, c'est vrai on peut avoir des ciels étoilés si on est à la campagne. À Paris, c'est un petit peu plus compliqué. Mais même dans des lieux publics, aujourd'hui, on ne veut plus d'éclairage qui pollue. Et donc, c'est d'éclairage plutôt indirect ou directionnel, vers le bas. On envoie la lumière tout le temps vers le bas, vers le bas. Ok. Ça, c'est une règle à suivre de façon générale pour l'extérieur.
C'est la question peut-être la plus importante de l'épisode. Non, je plaisante, mais ma question c'est, est-ce que vous avez des conseils pour arriver à se projeter chez soi au niveau des luminaires ? On en parlait tout à l'heure, parce que vraiment c'est quand même souvent le problème numéro 1. Comment essayer de se projeter pour ces luminaires ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question ? Peut-être même sans parler de logiciel ou de faire des 3D, de ce genre de choses ? Alors, nous, Nedgis, au démarrage, mais on essaie toujours de garder ce cap, c'est d'être vraiment dans l'inspiration. Donc, notre site, quand on se balade sur notre site, il y a beaucoup, beaucoup d'images en ambiance pour justement aider, accompagner les clients à pouvoir se projeter, parce qu'on sait que c'est extrêmement difficile de se rendre compte. En plus, l'éclairage, il y a quand même la dimension de lumière, qu'est-ce qu'elle va projeter ou autre. Donc, on essaie toujours d'avoir des images d'ambiance et qui sont éclairées. Alors, c'est pas toujours facile, mais déjà, on apporte, entre guillemets, une petite réponse à la question en proposant tous ces luminaires en situation. D'accord, donc tu veux dire sur les fiches produits ? Exactement. D'accord, il y a plein de mises en situation différentes. Ok. Ouais. Le plus possible, à minima, il y en a au moins une, parce que la projection, c'est alors au niveau de l'éclairage, c'est ok, quelle lumière ça va générer, mais il y a aussi les proportions du luminaire. Alors là, on est plutôt sur une problématique de, entre guillemets, e-commerce, où on ne se rend pas toujours compte des dimensions des produits. Ah oui. Mais le fait d'avoir l'image en ambiance, ça permet tout de suite de se projeter. Ok. Exactement. Cette applique, ah oui, d'accord, elle est à côté d'un tableau, il y a toujours, je sais pas, quelque chose, un produit référent, on sait de quelle taille il est. Ça donne une échelle. Ça donne une échelle. C'est exactement ça. Et ça, c'est une vraie aide quand même à la décision. Ah, finalement, sur une table, c'est plus petit que ce que j'imaginais. Voilà, exactement. Voilà. On voit une table, il y a 6 chaises. Ah bah ok, moi je suis pareil, c'est le même format de table. La suspension qui est au-dessus, ok. Ah bah ouais, ça me convient bien. Voilà. Donc l'image, l'image lifestyle finalement, elle peut quand même aider. Okay. Et nous, c'est vraiment le choix qu'on a fait dans la construction de notre offre aussi, c'est de pouvoir aider les clients à se projeter grâce aux images. Et en plus, ça donne de l'inspiration, ça donne des idées déco. Oui. Et voilà. Alors ça peut être un soutien, entre guillemets, pour aider les gens à se projeter. Après, si on a les moyens, on peut faire appel à un architecte. Ouais, qui va aider vachement sur ces sujets-là et aussi. Qui va énormément aider. Ouais. Nous, on a à disposition, par exemple, des fichiers 3D. Et l'architecte, quand il aura fait son plan, etc., il peut intégrer ces fichiers 3D dans son logiciel AutoCAD, là, et ça projette tout de suite le produit, même avec la lumière. D'accord, ça le modélise, en fait. Voilà, ça le modélise. Trop bien. Exactement. Donc ça, c'est super, mais il faut pouvoir faire appel à un architecte. Qui va intégrer... Je comprends que les archis aiment travailler avec vous. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que tu en parlais au tout début, quand tu parlais de Nedgis, et moi, j'ai tout le temps des archis qui vous recommandent, qui parlent de vous. Donc, je comprends, c'est ce genre d'outil qui les aide beaucoup dans leur travail. Et puis après, si on est un petit peu, si on a envie d'utiliser les nouveaux outils d'aujourd'hui, il y a l'IA quand même. Ah oui, c'est vrai. Que l'on peut potentiellement utiliser. Et moi, j'invite tout le monde à l'utiliser et de se dire, ok, je voudrais tel luminaire dans ma pièce, mettre 2 photos, la photo du luminaire, la photo de leur pièce, et de voir ce que ça peut donner en rendu. Ah, j'avoue. Et je suis sûre même que ça peut aller assez loin, ou même très montrer loin, l'éclairage, vraiment le rendu. Il faut faire un prompt un petit peu organisé quand même. Précis. Voilà. Mais voilà, faut pas avoir peur. Ok. C'est vrai, l'IA va être la réponse à beaucoup de questions. Ou pas, mais en tous les cas, ça permet. C'est une vraie porte pour réussir justement à intégrer les objets dans des intérieurs, dans des univers, etc., ultra personnalisés, quoi. Après, il y a beaucoup d'acteurs qui ont essayé d'intégrer des luminaires dans des lieux, etc. Enfin, ça n'a jamais été un très grand succès. Ouais. Il y a eu des applications avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. D'accord. Où, en fait, même sur le web, il y avait des sites e-commerce qui proposaient des petites applis avec des plugins et hop, on pouvait essayer de projeter notamment les canapés, par exemple. Ah oui. Il n'y a pas ça sur le site, un intérieur. Non, parce qu'en fait, les rendus c'est pas terrible. Non, pas du tout. Non. C'est pas très bon, à la fois dans ce que ça rend, et puis une fois sur deux, l'image est vibrante, si je puis dire. Donc non, c'est d'ailleurs quasi plus d'innovation. Oui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de détails, l'éclairage, etc. Ok.
Au niveau de l'éclairage en lui-même, du coup, on y arrive à ce sujet qui est hyper important. Les différents types d'éclairage. Donc, on va avoir les ampoules, on va avoir tout ce qui est le LED. Tu parlais des bandeaux LED, par exemple. Ça va être encore un éclairage un peu différent ou ça va être toujours assez froid. On peut choisir peut-être là aussi. Ah non, on peut choisir. On peut tout choisir, ah oui, surtout Très bien. ça. Comment bien choisir son ampoule? Parce qu'en fait, on peut avoir le plus beau luminaire du monde. Si on a une ampoule naze ou qui correspond pas du tout, enfin qui va pas quoi, ben ça change tout. Donc on a en effet le blanc froid, le blanc chaud. Voilà. C'est comment le début. Comment on choisit son ampoule, début, mesdames? C'est-à-dire que, en gros, en effet, on a envie, à nouveau, on repasse tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, en fonction de la pièce dans laquelle on est et de la chaleur qu'on a envie de donner à la pièce, ou bien du côté fonctionnel, c'est-à-dire ce qu'on souhaite y faire. On va se dire, faut que je parte un peu sur du froid. Donc, un peu froid, voilà. Pas trop. 3000, tu disais 3000 K? Ouais, K pour Kelvin. 3000 K, ok. C'est la première lettre de Kelvin. Et le chaud, vous recommandez d'aller jusqu'à combien? On est plutôt sur du 2007, nous, en général, on reste sur du 2007. On peut aller jusqu'à 2002, mais après, c'est Attends, parce que plus on diminue, plus c'est chaud? Oui, exactement. C'est assez 1006, 1008, c'est la bougie, c'est la couleur de l'ambiance, voilà, équivalent à une bougie. De la flamme. Voilà. À l'ancienne. Et 4000 K, comme on le disait, c'est plutôt c'est blanc. Ah oui, et tu disais 5000, c'est l'hôpital. Voilà. Ok. Le dentiste. Donc rester à 2500, 3000 quoi. 2007 généralement, en France, dans les intérieurs un peu chaleureux, on est sur du 2700. Ah oui, et de 2007 à 3000, ça va, il y a une grosse différence quand même. Un peu, ça va être un peu plus blanc, ok, mais c'est raisonnable. Donc pas trop sortir de ces nombres-là. Non, nous on resterait là-dessus, mais après à nouveau ça c'est chacun. Il y a des gens qui veulent faire. Et après par rapport à ton point tout à l'heure, donc je pense soit on a un luminaire avec une ampoule, auquel cas à nouveau on fait ce choix de la couleur, soit on a une source LED intégrée. Oui. Donc parce que tu évoquais les bandeaux LED, mais c'est encore un peu autre chose. En fait, on a un certain nombre de luminaires aujourd'hui qui viennent avec des sources LED intégrées. C'est-à-dire que la LED elle est dans le luminaire. On n'ajoute pas d'ampoule. Non. Exactement. Oui, bien sûr. Oui, t'as voilà. Des baladeuses comme ça, par exemple. Presque tout. Il y en a dans les suspensions, il y en a dans les appliques. Franchement. Module LED, on appelle ça module LED, mais voilà. D'accord. C'est de la LED intégrée. Et là, à nouveau, au moment où on choisit son luminaire, mais c'est spécifié, en tout cas chez nous, sur toutes nos fiches techniques, ou toutes nos fiches produits même, pas forcément techniques. À ce moment-là, on choisit à nouveau sa couleur en fonction de l'endroit où on veut le placer. Okay. Et là, le point qu'il faut quand même évoquer, c'est que sur les sources LED intégrées, donc sur les luminaires qui ont des sources LED intégrées aujourd'hui, quand la source LED qui est censée durer aussi longtemps qu'une LED, c'est-à-dire très longtemps, beaucoup plus qu'une ampoule, si malheureusement elle venait à s'abîmer ou à être défaillante ou à se terminer, aujourd'hui on a un certain nombre d'objets où en fait on ne peut pas remplacer cette source LED, parce qu'elle est complètement intégrée et elle n'est pas pensée comme un composant remplaçable. Exactement. Donc ça, la législation européenne est dessus pour faire en sorte qu'en fait tous les fabricants qui aujourd'hui proposent des luminaires avec source LED intégrée, ce soient des sources LED remplaçables. Ok. Pour éviter de jeter l'objet. Oui, mon Dieu. Voilà. Ou de le remplacer dans l'absolu en entier, ce qui est aussi idiot. Oui. Donc voilà. Donc cet élément-là, il est encore important à prendre en compte quand on fait ses choix de luminaire pour se dire, peut-être qu'à terme, je changerai l'objet de place. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux partir sur un objet à ampoule, parce qu'on peut du coup faire varier la couleur de la lumière, quoi. Et plus facilement remplaçable. Et plus facilement remplaçable, exactement. Et du coup, la question des luminaires variables, la chaleur va pas varier. On peut faire varier la chaleur aussi? Ah ouais. Dim to warm. Donc par exemple pour une cuisine, tu peux avoir un truc un peu plus blanc quand tu fais ta cuisine et puis mettre plus chaud quand les invités arrivent pour boire le verre de vin. Ah ouais, ça c'est la classe. Ok. Mais en tout cas, vous conseillez, ce que j'ai compris, c'est que vous conseillez le variable à 100% dès qu'on peut le faire, parce que j'imagine que c'est aussi un budget en plus quand on fait toute l'électricité. Un petit peu. Voilà. Donc, en tout cas, vous le conseillez à fond parce que c'est... à nouveau, dans les pièces où on des peut avoir le besoin. Voilà. Salon, salle à manger. Voilà. Les toilettes, on n'en a pas parlé, mais bon, franchement, voilà. Toilettes, petit éclairage tamisé. Voilà, mais ça se pense à la limite au démarrage. Tu mets une petite baladeuse et puis c'est... Voilà, exactement. Pas obligé de le faire évoluer dans le temps. Alors, j'ai ma dernière question qui est au niveau de la pose des luminaires. Est-ce que, selon vous, il vaut mieux vraiment demander à un professionnel, parce que, alors c'est vrai qu'il y a quand même plein de luminaires qu'on peut poser soi-même. Est-ce qu'il y en a des plus faciles à poser que d'autres, si on peut le faire soi-même? Et de quel équipement on a besoin quand on se lance dans ce chantier? Enfin, un petit chantier, mais quand même chantier. Petit chantier, tout dépend. Ça peut être un très gros chantier. Ouais.
Oui, donc, celui-ci, par exemple. Parce que là, on est dans votre salle de réunion. Il y a énormément de luminaires. Il y en a certains qui, en effet, ne doivent pas être si simples que ça à poser. Non. Donc, bien entendu qu'on recommande un électricien pour poser presque l'ensemble des luminaires, parce on va dire qu'il y a 2 types de luminaires. Il y a ceux où on préconise vraiment l'électricien, mais il y a quand même les lampes à poser et les lampes de sol et les lampadaires, c'est ready to use, il n'y a que à brancher. On n'a pas besoin. Non, là, quand même. On peut le faire en autonomie, normalement, on s'en sort. J'avais pas pensé à celle-là. En revanche, dès qu'on touche à l'électricité, donc pour une applique, un spot, une suspension, vaut mieux faire appel à un électricien. Surtout que, il y en a qui se disent assez dégourdis en électricité, et tant mieux. Mais aujourd'hui, on est quand même passé de l'ampoule à de la LED intégrée, comme on discutait avec Claire. Et donc, il y a quand même il y a des techniques, des technicités sur les produits qui ont évolué et qui sont de plus en plus complexes. Et donc il faut déjà il faut lire la notice, ça c'est prioritaire. Sauf que il y a des gens qui ne lisent pas la notice, donc il faut lire la notice si possible. Oui, tu as sans doute plein d'électriciens et ça se comprend qui vont dire mais non je sais faire et qui ne vont pas lire. Sauf qu'il y a des électriciens qui n'ont pas forcément saisi que par exemple un luminaire a de la LED intégrée. Qui dit LED intégrée, c'est de la basse tension. Le tableau électrique, c'est sur 220 volts. Donc, si on envoie 220 volts dans un luminaire qui fait 10 volts, tout va cramer. On crame le luminaire. Donc, il y a des petits boîtiers qui s'appellent des transformateurs, des drivers qui existent. Et donc, il faut absolument toujours contrôler si on a ce petit boîtier avec ou pas et de bien tout connecter. Okay. Ça, c'est très, très important. Mais c'est pour ça que faire appel à un électricien, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, si on ne fait pas appel à un électricien, attention, quand il y a de la LED intégrée, ne pas oublier le transformateur. Est-ce qu'il a bien été livré avec ? Est-ce que c'était pas un accessoire qu'il fallait que j'achète par ailleurs ? Donc ça, bien se poser les questions. Et puis après, si on veut se lancer seul, faut généralement une perceuse. Des chevilles. Tournevis, maintenant, on est presque plus obligé parce que maintenant, avant, on mettait des petits dominos. Maintenant, il y a des petites choses qui s'appellent des vagos, donc c'est à clip, c'est vachement plus pratique. Ça remplace. C'est vendu avec le luminaire. Oui. Mais sincèrement, si on peut éviter de se lancer dans les travaux d'électricité, c'est mieux de faire appel à un électricien. Et ne pas oublier de couper l'électricité au tableau. C'est toujours bien de le rappeler. Toujours. Voilà. Des luminaires qui sont plus faciles que d'autres ? Oui, probablement. Quand on est sur un gros lustre, ne serait-ce que la taille de l'objet rend la pose. Rend la pose plus ou moins simple ou plus ou moins compliquée déjà. Donc, mais techniquement, il n'y a pas de. Non, il y a des applis qui vont être assez simples. Il faut mettre un clou pour qu'elles tiennent et puis il faut connecter les 2 fils. Voilà. Mais rien n'est jamais très compliqué. Le tout, c'est faut quand même faire des trous avec la perceuse souvent. Faut avoir envie de se lancer. Et en fonction du mur. Si c'est du béton, si c'est de la brique, c'est du placo, c'est pas les mêmes chevilles, c'est pas les mêmes forêts. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, j'ai fini mes questions. Merci 1000 fois pour vos réponses et tous ces conseils très riches qui vont être vraiment très utiles, je pense, à tous ceux qui sont en pleine réflexion là, sur leur plan électrique, le choix des luminaires ou même juste si on a envie de changer une lampe chez soi, c'est vraiment utile. J'en profite tant que je vous ai sous la main parce que j'ai posé la question aux auditeurs du chantier qui me suivent sur Instagram. Je leur ai demandé s'ils avaient des petites questions à vous poser tant que j'y étais et j'ai eu plein de réponses. Donc, j'en profite. Alors, il y en a, ça va être un petit peu, on a un petit peu déjà dit. Je vois que la première question, par exemple, c'est des conseils pour un plan électrique réussi. Bon, on l'a un petit peu dit déjà au début. J'avais eu aussi quel type de luminaire pour quelle pièce. Bon, on a un petit peu aussi répondu. Ou envisager la pose d'applique murale. Alors là, typiquement, vous diriez couloir. Ouais, tout ce qu'on a dit. Partout. L'applique aujourd'hui, ça va partout. L'applique, c'est partout. Salon, Et en plus, si on a envie de changer sincèrement d'ambiance, on change l'applique. Un coup, on met une applique diffuse, un coup, on met une applique en éclairage indirect, on change complètement la pièce. Okay. Donc franchement, l'applique, on la met dans l'entrée, dans le couloir, dans le salon. On la met partout, dans la chambre, bien sûr. À l'extérieur, on a dit. C'est juste éventuellement dans la lingerie. Bon, on va pas mettre l'applique. Et encore, si on n'a pas le choix. Attends, mais tu sais que moi, je me pose la question là pour au-dessus du plan de travail aussi, tu vois.
comme dans une cuisine en fait, pour éclairer le lavabo, tu vois. Ouais, si on n'a pas de placard haut, sincèrement, on met une applique, bien sûr. Après, si elle a un éclairage diffus, ça peut aussi fonctionner. Ok, alors j'ai Johanna qui m'a demandé comment éclairer les pièces clés. Donc par exemple pour le salon, quel type de luminaire mettre et où dans la pièce. Bon, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, suspension, applique, lampe à poser. On met tout. Les trois. Exactement, on met tout. Exactement. On n'oublie pas le lampadaire aussi. Et on n'oublie pas les prises, en effet. Pour la chambre, la cuisine, on a pris un peu tous ces exemples-là. Multiplier les points lumineux, c'est le conseil que je retiens. Ouais. Quel type d'éclairage choisir pour éclairer vraiment, mais joliment et sans aveugler? Ça, c'est vraiment la question parfaite. C'est tout ce qu'on veut. Donc là, c'est quoi? C'est de l'éclairage avec un diffuseur opalin, généralement. Donc, pour ne pas éblouir, il ne faut pas avoir l'ampoule en direct. D'accord. En fait, si on arrive à englober l'ampoule, donc beaucoup de luminaires sont comme ça. Il y a la douille où on met l'ampoule, et après, donc on a un globe opalin ou un abat-jour brillant. Oui, tout à fait. Ou un abat-jour. Mais si on a envie de très bien éclairer, parce que je crois que sa question c'était ça. C'est comment bien éclairer sans éblouir et que ça reste joli, quoi. Avec un globe opalin, généralement, en fait, ça éclaire très très bien, mais ça n'aveugle pas. C'est de la même manière quand on met une ampoule à filament, là. Les ampoules LED à filament, à un moment, ça a été la grande tendance, maintenant beaucoup moins. Et tout le monde avait envie de voir cette ampoule-là, parce que ça faisait ampoule et déco en même temps. Ah oui, les jolies ampoules, tu veux dire? Oui. Ouais. Mais finalement, ça, c'est assez c'est éblouissant. Quand on la regarde, on a des petits points noirs dans les yeux. Et donc, il faut toujours avoir un diffuseur autour de la source. Voilà, ça, c'est clé. Soit un globe en opaline, soit un abat-jour en tissu, en papier par exemple. Aujourd'hui, le papier, ça revient beaucoup. Ça fait une lumière très très belle, douce, chaleureuse. C'est un très bon accueil et c'est absolument pas éblouissant. Et c'est vrai que l'opaline, comme tu le disais, a le mérite de laisser passer complètement la lumière de tous les côtés, et c'est blanc, donc ça éclaire bien. Et, c'est vrai, je me le figure en même temps parce que j'ai que ça chez moi, mais moi c'est des trucs anciens plutôt, mais il y en a plein, des neufs. Mais avec du bon sens. Et l'opaline, ça a été, oui c'est vrai, et l'opaline ça a été une grosse mode, il y a encore aujourd'hui, mais depuis quelques années, donc il y en a beaucoup. Et le papier, c'est la même fonctionnalité finalement. Ah oui, du papier blanc, c'est vrai que c'est papier blanc, un papier un peu parchemin, papier blanc. Ouais. Ça fonctionne très très bien. Ça laisse très bien passer la lumière à 360. Et c'est très chaleureux. C'est une super lumière. Oui, c'est vrai. Ok. Élise m'a demandé lumière blanche ou jaune pour quelle ambiance? Alors, on l'a dit, blanc plutôt travail plus froid. Exactement, ou salle de bain. Fonctionnel, et chaud, du coup, plutôt cosy, chaleureux, moment de détente, quoi. Ok. Éclairage direct ou indirect? En fonction des pièces, c'est pareil. On l'a un peu dit aussi. Indirect, on ne sera jamais très très bien éclairé. En revanche, on aura une ambiance très chaleureuse, très sympa. Donc les deux. Oui, les deux. Sauf pour une pièce où on n'a pas trop besoin d'éclairage fonctionnel, on peut faire que du l'indirect, par exemple. Ou c'est jamais assez. Bon, si on peut mettre plus, il faut mettre plus. Ouais, ok. Quitte à le redescendre après. Il n'y a pas vraiment de règle. Ouais. Lumière chaude, lumière froide, comment choisir? On l'a déjà dit. Comment bien choisir les ampoules? On l'a dit aussi. Je pense qu'on alors on peut rajouter quand même un petit truc aux ampoules, parce qu'il y a un indice qui est important qui s'appelle l'IRC, c'est l'indice de rendu couleur. Donc le minimum d'indice, c'est 80, donc on va dire qu'on est sur une ampoule basique, et plus on monte dans l'indice, plus on se rapproche de la lumière du jour, d'une qualité de lumière naturel, voilà. Donc ça, c'est encore autre chose par rapport à blanc ou chaud. C'est la qualité de l'éclairage. Et par exemple, si on choisit une ampoule, un culot par exemple 27, on va dire que c'est une ampoule standard, on voit une différence de prix entre deux ampoules qui ont les mêmes caractéristiques de Kelvin et de lumen. Ça va être dû à ça. Ça va être dû à ça. Et donc, si on veut, et franchement, un bel éclairage, alors on s'en rend pas compte, mais si on achète deux ampoules différentes avec un IRC à 80 et l'autre à 95, on verra la différence. D'accord. Donc, parfois, c'est important de mettre un petit peu plus cher, mais pour être mieux. Ah oui, ça c'est important, la lumière qui soit la plus naturelle possible, ça change tout.
Ok. Existe-t-il un logiciel permettant de visualiser le rendu des éclairages prévus ? Comme on l'avait dit, il y a AutoCAD qu'utilisent les architectes. D'accord. Aussi sur l'éclairage ? Oui, tout à fait. D'accord. Et sinon, il y a Dialux, mais qui est plus vraiment pour les éclairagistes. Et sincèrement, il faut une formation. Ouais. D'accord, c'est pas accessible. Plus, franchement, okay. là. C'est compliqué. Ouais. Ok. Non, il y a ça ou ChatGPT, comme on l'a dit. Ouais, tu crois qu'ils sont au point sur vraiment l'éclairage ? Ouais, à tester. C'est Écoutez, testez ChatGPT, vous nous direz si c'est bien. Sabrina a demandé comment multiplier des points lumineux. Ah oui, intéressant. Comment multiplier des points lumineux sans faux plafond ? En fait, avec une seule sortie de fil disponible, alors qu'on veut plusieurs ampoules, quoi. Alors ça, on a des solutions. Pour plusieurs suspensions, par exemple. On a des solutions. Donc, c'est soit on a une rosace. Donc, la rosace, c'est ce qui cache le câble au plafond, qui peut être multiple. Donc, généralement, il n'y a qu'une sortie, mais il existe des rosaces à multiples sorties. Oui. Et donc, après, c'est généralement vendu avec des petits crochets. On peut faire une sorte d'araignée. D'accord. Donc, ça, c'est la solution la plus facile. Après, on a des solutions avec différents partenaires qui nous permettent de penser un éclairage, même à partir d'une prise, de pouvoir éclairer le plafond, les murs avec un système de câbles, de sangles ou autres qui nous permettent d'éclairer l'ensemble de la pièce sans avoir même un seul point lumineux au plafond. D'accord. Donc, franchement, il y a des réponses à peu près à toutes les problématiques. Il faut aller voir sur le site et pas hésiter à vous faire un mail peut-être sur une problématique précise. Exactement. Comme ça, par exemple, tout Exactement. à fait. On a les équipes à la fois pour les particuliers et pour les professionnels qui sont vraiment à l'écoute. Qui peuvent nous lister tout ce que vous avez, comme ça on perd pas de temps. Alors on va essayer de cadrer un petit peu parce qu'on a 30 000 refs. Après déjà par exemple la contrainte budgétaire aussi importante, parce que ces solutions déportées sans sortie sur des sangles électrifiées ou des choses comme ça, on est sur des fournisseurs qui sont un peu plus techniques évidemment, donc on est sur des objets qui sont un petit peu plus chers aussi. Ok. Et puis l'idéal c'est comme on le disait au tout début, quand on fait des travaux, en tout cas c'est pas toujours le cas, parfois on fait juste des suspensions diverses sur quelque chose qui est déjà installé, mais quand on fait ces travaux, il faut penser son plan électrique et essayer d'avance mettre plusieurs points lumineux au plafond, quoi. Quelles sont les normes des hauteurs pour les prises PMR ? Ça, c'est très précis comme question. Oui. En l'occurrence, les prises et les interrupteurs doivent être positionnés entre 90 cm et 1,30 m du sol pour être à hauteur d'un fauteuil, par exemple. Et par ailleurs, il y a une contrainte aussi sur la distance de l'interrupteur ou de la prise, en l'occurrence, à un mur ou un obstacle. Ça doit être à 40 cm à nouveau pour pouvoir avoir une liberté de mouvement et ne pas être exactement dans la contrainte coincée contre le bord du mur et le petit coin. Et donc de pouvoir avoir la prise déportée. Et pouvoir, D'accord. Parfait. Alors j'ai une dernière question de Valérie qui vous demande que pensez-vous des appliques sans fil électrique ? On en parlait un petit peu. Est-ce une bonne idée lorsqu'on n'a pas de prise, par exemple avec une ampoule rechargeable ? Elle me dit d'ailleurs, je n'ai qu'une prise d'un côté du lit pour éviter une saignée dans le mur qui coûte un petit peu cher ou devoir mettre une rallonge. Oui, tout à fait. Donc ça va être sur batterie, c'est ça, du coup ? Oui, alors sur batterie, on a des liseuses sur batterie qui peuvent se maintenir grâce à la tête de lit. Mais bon, après, sincèrement, alors on en a qui gardent bien la batterie, qui tiennent bien la batterie, mais on en a très peu. Après, sincèrement, les appliques sur batterie, c'est bien ponctuellement, mais dans la durée, c'est quand même. Ça n'a pas une autonomie. Non, l'autonomie, allez, si ça reste, je sais pas, peut-être 2 jours, 3 jours, en fonction de la durée d'utilité du produit. Non, mais si c'est une demi-heure tous les soirs, par exemple, ça va. Ouais, juste pour lire un peu le soir. soir. Après, moi je trouve que c'est pas très adapté à la longue. C'est mieux dans la durée, d'être un peu confort et de pas de se dire faut que je recharge. Remarque en même temps, aujourd'hui on recharge toujours ses téléphones. On peut recharger sa batterie. On peut recharger sa batterie de sa liseuse. Mais vaut mieux éventuellement qu'elle prenne une petite lampe directionnelle. Mais au moins qu'elle n'ait pas à recharger tout le temps sa batterie, c'est quand même un peu plus confort. Mais ça existe, si elle le souhaite. Les lampes à poser, je ne dis pas parce que ça, c'est très bien, les lampes à poser, les baladeuses. Voilà. Les lampes baladeuses, pas de problème. Mais parce que c'est une utilisation assez ponctuelle. Oui. Alors que dans une chambre, une applique sur batterie, je pense que dans le temps, c'est un peu pénible.
Donc à la limite, si elle a une prise, potentiellement une potence double pour éclairer, ça peut être une solution. Après, je ne sais pas si elle a une arrivée aussi au plafond, parce que ça, on n'y pense jamais, mais des petites suspensions qui arrivent de part et d'autre, qui remplacent les lampes de chevet. C'est très, très joli. Très joli, une petite baladeuse le long du mur, là, qui descend. Voilà, une petite suspension, c'est très bien. Donc, voilà, si on ne peut pas mettre d'applique, on peut trouver d'autres solutions. En tout cas, il existe du coup des appliques sur batterie. Enfin, c'est l'ampoule qui est sur batterie, c'est ça ? La source LED. La source LED. Ah oui, c'est comme une baladeuse. D'accord. C'est-à-dire que et après, il y a des batteries. Ah oui. Alors, en effet, il y a ça, mais il existe aussi des ampoules. Ah oui, des ampoules. Moi, je me posais la question, par exemple, dans ma fameuse buanderie, où je n'ai pas du tout prévu qu'il y ait une arrivée pour une applique. Du coup, je me dis, je peux mettre une applique normale, mais ne pas la raccorder, en fait, juste la poser sur le mur et mettre une ampoule sur batterie. Ça, c'est bien, franchement, ponctuellement. D'accord. Mais franchement, à la longue... Ouais, mais ça va. Tu vois, la buanderie, elle va être allumée. Ouais, mais la buanderie, on y va quand même souvent. Mais je passe ma journée dedans. Elle va être hors batterie pile au moment où tu en auras besoin. Non, c'est sûr. À la longue, c'est pénible. Ouais, moi, je pense aussi que c'est... Donc, pour une cuisine, par exemple, vous le recommandez pas parce que je me pose la question de le faire dans ma cuisine. Non, pas du tout. Alors, encore plus dans une cuisine, parce que là, pour le coup, ça va être c'est là où on est le plus souvent. Enfin, je veux dire, vaut mieux tirer un câble et ça coûte quand même pas si cher. Non, c'est des petits travaux. Ouais. C'était la solution de facilité, quoi. Ok. Non, mais je ne préconise pas. À la limite, de trouver peut-être un lampadaire à bras qui n'a pas beaucoup d'emprise au sol pour avoir un luminaire complémentaire dans une cuisine ou autre. À quel endroit dans la cuisine, moi, c'était plus au-dessus du plan de travail, tu vois. Ah ouais. Au-dessus du... Ça dépend. Parce qu'on a un truc, mais qui n'est pas terrible, donc je voulais mettre une jolie applique. Mais les ampoules sur batterie, sinon tu peux nous envoyer ton plan, ta photo, et on peut te faire une proposition. On va faire ça. C'est encore le mieux. On va faire ça. Et merci, j'ai fini toutes mes questions et merci à tous les auditeurs qui ont joué le jeu et qui m'ont posé plein de questions à vous transmettre. Même si du coup c'est vrai qu'on avait traité pas mal certains sujets quand même. Est-ce que vous avez un petit conseil pour conclure, pour résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Après, c'est surtout, déjà, c'est du bon sens avant tout. Ça, c'est clé. Ouais. C'est clé. Et d'être bien chez soi. C'est pas si facile, mais au moins se projeter dans le besoin. Oui. Pour après pouvoir se dire, j'y serai en travaillant. Exactement, se projeter dans le besoin. Dans le besoin. Exactement. Ça, c'est faisable. Ça, on peut le faire. Exactement. Comment on va utiliser cette pièce. Et après, après, je te laisserai conclure. Par exemple, quand on est devant de multiples choix, nous, on s'est dit que c'était le cas. Et sur notre site, on a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de filtres. D'accord. Donc, on va partir de ce besoin et on va se dire, là, il faut que ce soit très éclairé. Et d'après ce que j'ai compris, je vais mettre un peu d'indirect, un peu de direct, divers points lumineux. Et bien là, on sait qu'à cet endroit-là, on a peu de hauteur, on veut mettre une liseuse, un lampadaire liseuse. Et bien sur notre site, il y a des dimensions, il y a des hauteurs. Donc on peut choisir la catégorie, lampadaire, on peut choisir liseuse, et puis on peut choisir la dimension, par exemple. Et donc là, on va se retrouver dans quelque chose où le choix va être bien plus raccourci. Tout à fait. Et aussi évidemment tous les caractéristiques de prix assez classiques des sites e-commerce. Mais en fait, on a essayé de choisir beaucoup d'angles sur la capacité à lire un catalogue et à répondre aux besoins. En matière, en forme, en dimension, en caractéristiques techniques, comme on l'a évoqué. Et donc, il ne faut pas se dire qu'après, c'est l'enfer du choix. Non, en réalité, en utilisant le site vraiment sous ses facettes multiples, on peut réduire énormément la gamme disponible. Il faut quand même se poser les bonnes questions. Voilà. À la base. Quoi j'ai envie. C'est ça. Et pour conclure, ce qui est important, l'éclairage, c'est extrêmement important. Comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir le plus beau lieu du monde, mais s'il est mal éclairé, on s'y sentira pas bien. Donc l'éclairage, c'est vraiment une source de bien-être et il est très très important de passer du temps et d'être bien éclairé, voilà, à tous les étages. Le plus possible. Mais voilà, l'éclairage, c'est vraiment clé pour se sentir bien chez soi et aussi pour avoir un lieu accueillant pour sa famille et ses amis, c'est clé. Voilà. Et même pour soi-même. Exactement. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode depuis tout ce temps. Et je suis très contente d'avoir enfin réussi à le faire. Vous étiez les bonnes personnes pour ça. Merci à toi. Et c'est pour ça que tu vois, il y a eu toutes ces questions aussi. C'est que les gens savent que c'est important, mais ils veulent pas se tromper, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Avec tous les conseils qu'on a entendus aujourd'hui grâce à vous,
On a vraiment pas mal de clés pour réussir son éclairage chez soi. Donc merci encore. De mon côté, je rappelle aux auditeurs, très important parce qu'on parle du site, que depuis quelques mois déjà en plus, Nedgis vous propose un code promo valable sur tout le site. C'est le code Le Chantier Nedgis, tout attaché. Nedgis, c'est Nedgis, on l'a dit, l'anagramme de design. Et ça vous permet de bénéficier de moins 10% sur vos achats de luminaires et d'accessoires d'ailleurs sur nedgis.com jusqu'au 10 mars 2026. Donc vous avez encore un petit peu de temps. Mais ne tardez pas trop. Alors si vous êtes en plein choix de luminaires, allez vite voir le site en tout cas. Et voilà, Claire, Audrey, merci encore vraiment pour tous vos conseils. Et puis, bonne continuation. Et on se revoit à votre anniversaire de 20 ans. Ça marche. Merci Anne. Bon, à 15 ans, on fera quelque chose, je pense. Ça marche. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses intéressantes et que vous avez noté de bons conseils pour votre projet travaux. 2 petites minutes encore pour vous dire que si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur l'application Apple Podcast ou sur Spotify aussi, juste après avoir écouté cet épisode. Pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a plus d'une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous pouvez aussi commander le livre du chantier qui vient de sortir. Vous pouvez le retrouver sur le site du podcast, lechantierpodcast.fr, ou bien l'acheter en librairie, chez la Fnac, sur Amazon. Ce livre qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis en 10 chapitres. Un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.